Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus 88.3 pour votre émission Aphrodite enregistrée en ce mercredi 8 mars 2023 dans les locaux de Radio Campus Orléans pour une émission sur laquelle nous allons nous pencher sur un rapport qui a été réalisé par le Césaire, c'est-à-dire le Conseil économique, social et environnemental de la région Centre-Val de Loire intitulé Genre et violence. J'ai donc le plaisir d'accueillir pour cette émission Jessica Guino, elle est secrétaire régionale de l'UNSA, l'Union nationale des syndicats autonomes pour la région Centre-Val de Loire, Julien Ray, représentant syndical CFDT, Confédération française démocratique du travail. Jessica Guino siège à la commission qualité de la vie, égalité et solidarité au Césaire. Julien Ray siège à la commission économie, activité et emploi. Et ils sont accompagnés aujourd'hui de Cédric Courbarien, chargé de mission sur la commission qualité de la vie, égalité et solidarité. Cette émission a été réalisée avec l'aide donc de Nora, Rodrigue, Océane, Steven qui sont avec moi dans le studio. Dans une première partie, nous nous interrogerons donc sur le Césaire. Qu'est-ce que le Césaire ? Qu'est-ce que ce Conseil économique, social et environnemental de la région Centre-Val de Loire ? Dans une deuxième partie, nous reviendrons sur ce rapport et notamment ses perspectives de développement, les préconisations qui sont émises dans ce rapport et puis les suites qui peuvent lui être données. Nous aborderons dans une troisième partie la jeunesse, la place de la jeunesse donc dans cette problématique des violences faites aux genres. Et enfin, nous conclurons avec une question justement relative au genre, le genre en question. La première partie sera animée par moi-même. Je vais commencer d'abord par saluer mes invités. Bonjour, comment ça va ? Aphrodite. Bonjour, ça va très bien, je vous remercie. Et oui, ça va très bien, cette journée du 8 mars, toujours un peu particulière. Merci d'avoir répondu à notre invitation formulée par Radio Campus Orléans donc dans le cadre de ce mois consacré à l'égalité des genres et des sexes. Et donc ce n'est pas par hasard que nous vous avons sollicité en recevant justement ce rapport réalisé par le Césaire. On va commencer dans cette première partie déjà par expliquer à nos auditeurs, auditrices, qu'est-ce que ce Conseil économique, social et environnemental de la région Centre-Val de Loire. Alors, comme vous... Cédric Courbarien, allez-y. Alors, le principe d'une région, c'est qu'en fait, une région administrative est composée de deux assemblées. Une assemblée exécutive, qui est le conseil régional, qui est élu dans le cadre d'élections démocratiques classiques de liste. Et puis un conseil économique et social, qui sont les représentants de la société civile organisée, et qui sont là pour à la fois donner un avis sur les politiques qui sont portées et puis faire un certain nombre de propositions fort de leur perspective qui est économique et sociale et associative environnementale. Donc c'est pour donner des perspectives autres qu'une approche plus politique de la politique. Voilà, grosso modo, comment on pourrait résumer un Césaire. Alors, si l'exécutif est élu, comment ce conseil est-il élu ? Comment intègre-t-on le Césaire ? Comment intègre-t-on ce conseil ? Désigné par le préfet, les conseillers sont désignés par le préfet sur proposition des organisations, sachant que... Pardon, quelles organisations ? Alors, il y a trois collèges. Un collège qui représente les organisations patronales, un collège qui représente les organisations syndicales et un troisième qui représente il y a même 4 collèges, pardon. Le tissu local, qui soit associatif, et ça c'est davantage le préfet qui détermine qui est représentatif sur le territoire, sachant que depuis le Grenelle de l'environnement, il y a un certain nombre de personnalités qualifiées dans l'environnement qui sont de facto nommées dans ce troisième collège. Et puis il y a un quatrième collège qui là fait l'objet juste du choix du préfet, entre guillemets, qui est constitué de 4 personnes qui sont les personnalités qualifiées et qui sont nommées de par l'importance de la structure qu'elles représentent au sein de la région. Ce qui nous fait 100 conseillers sur les 2 premiers collèges. La répartition découle du résultat aux élections nationales. Professionnelles, nationales, oui, pardon. Quelles sont les missions de ce conseil ? Alors, vous nous en avez parlé rapidement, qualité de vie. Je vous donne la main. Allez-y, Pour Julien dire Ray. que ça existe aussi à l'échelle nationale. À l'échelle nationale, on a le CESE. Donc vous avez, c'est le Conseil économique, social et environnemental. Donc vous avez l'Assemblée nationale, que tout le monde connaît, le Sénat, que tout le monde connaît plus ou moins aussi, et il y a le CESE, qui est la troisième assemblée.
Donc ça existe aussi à l'échelle nationale, exactement sur le même principe. Et à l'échelle régionale, on a un petit CESE régional en fait, avec à peu près les mêmes prérogatives et à peu près le même fonctionnement qu'au niveau national, mais pour traiter des sujets locaux. Je vais peut-être dire une bêtise, ce CESE qui avait formulé 150 propositions auprès d'Emmanuel Macron autour de l'environnement. Ah non, alors ça c'est la Convention citoyenne. J'ai tout confondu. Mais c'est autant pour moi. C'est il une ressemble bonne un question. peu. Non, que vous confondiez, c'est assez symptomatique parce que le rôle du CESE était justement de faire ça, de faire des propositions. Oui. Et quand il y a cette convention citoyenne qui a été mise en place, il y a le CESE, les gens du CESE ont un peu dit, c'est un peu notre rôle que vous prenez là. Mais on leur a dit, c'est pas tout à fait pareil, parce que les gens de la Convention citoyenne, ils sont tirés au sort, ils sont plus représentatifs, alors que vous représentez déjà des intérêts divers, même s'ils sont officiels. Hein. On a une étiquette qui est claire et qui est affichée. Et alors que les citoyens, ils étaient tirés au sort, donc ils étaient complètement, ils représentaient vraiment qu'eux-mêmes. Et du coup, il y a eu une forte discussion pour savoir qui est le plus représentatif, qu'est-ce qui est le plus utile. Est-ce que c'est ces assemblées, comme l'a dit Cédric, qui ont été quand même désignées par le préfet, ou est-ce que des assemblées citoyennes sont légitimes tout autant ? C'est une bonne question. Mais à l'échelle régionale, ça n'existe pas. Des conventions citoyennes régionales, je pense que ça n'existe pas. Non, mais alors donc on a quatre commissions, donc quatre collèges, un qui représente le patronat, un autre les syndicats, un autre le tissu local et un quatrième donc décidé par le préfet proportionnellement au résultat justement des élections. Et donc ces 100 personnes, c'est 100 citoyens quand même, parce qu'il y a une dimension citoyenne de représentation aussi du peuple de région Centre Val-de-Loire. Auprès de la région Centre. Quelles sont ces missions ? Puisque c'était ma question. Donc, les missions, Jessica Gouineau. Merci. Les missions sont, dans un premier temps, de répondre aux sollicitations du Conseil régional et donc de proposer un avis sur les projets politiques de la région, avec des argumentations, etc. Nous pouvons également nous emparer de sujets, comme c'est le cas pour le rapport que nous allons vous présenter sur la question du genre et des violences, qui a été tenu dans un groupe de travail spécifique, en dehors des commissions. Ensuite, il y a un objectif d'évaluation des politiques publiques. Donc là, ça fait partie d'une section, au sein du Césaire, il y a une section évaluation. Et enfin, il y a également une section prospective qui est d'imaginer à quoi pourrait ressembler la région Centre à l'horizon 2050, par exemple, en évaluant des scénarios, en prenant différents aspects, par exemple autour de la question des territoires avec le vieillissement de la population, comment est-ce qu'on peut améliorer... Enfin, on s'imagine comment sera la région et dans ces territoires isolés si la population continue de vieillir, ou bien au contraire si on arrive à apporter de la jeunesse au sein de notre région et à la maintenir en région. C'est une des questions qui fait débat actuellement. Est-ce que le rôle donc du Césaire est consultatif ou a-t-il un pouvoir décisionnaire ? Alors, vous nous parliez par exemple justement une mission de prospective également. Cette prospective, alors j'imagine que vous êtes associé justement à toutes les réflexions qui peuvent être menées par la région Centre Val-de-Loire sur des chantiers aussi divers que l'aménagement du territoire, l'emploi, la jeunesse, etc. Vous avez des missions de prospective, mais dans quelle mesure êtes-vous écouté ? Êtes-vous seulement consulté ou avez-vous une marge de décision quand même ? Est-ce que vos orientations pèsent dans la balance décisionnaire de l'exécutif ? Alors, c'est une assemblée consultative, effectivement. Enfin, nous pouvons quand même nous féliciter du travail assez étroit avec le Conseil régional, et l'exemple le plus probant dans les sujets d'actualité est lié à la question de la santé en région Centre, puisqu'un travail très étroit avec le Conseil régional et le Césaire a permis notamment la création du centre hospitalier universitaire. Donc, effectivement, parfois, le Césaire est particulièrement bien entendu et travaille en parfaite collaboration avec le Conseil régional.
Ces membres sont-ils rémunérés ? Par rapport à ça, c'est vraiment le conseil régional de la région qui va donner le tempo en termes de sollicitation de son Césaire. Donc c'est assez inhérent aux exécutifs et aux exécutifs du moment, quoi, et de la région dans laquelle on se trouve. Ces membres sont-ils rémunérés ? Perçoivent-ils des indemnités ? Pour répondre là-dessus, oui. Donc il y a pas comme une indemnisation, c'est pas un salaire ni voilà. Après il y a un mécanisme très particulier qui est que au niveau des organisations salariales, des organisations syndicales de salariés, en général on a un travail, donc on prend notre temps de travail pour être au Césaire et on reverse à notre organisation les indemnités, donc on les touche pas à titre personnel. Enfin, moi personnellement, je crois que toi non plus, Jessica, on touche pas les indemnités à titre personnel. Après, on peut imaginer qu'une personne retraitée, par exemple, puisse les toucher, comme un complément de revenu, ou parce que ça demande un temps important, et y compris pour les retraités, un engagement certain. Et vous avez été choisis l'une et l'autre par votre syndicat respectif, justement, pour siéger dans cette commission, au Césaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé dans vos syndicats respectifs ? Alors pour ma part, à l'UNSA, donc l'Union nationale des syndicats autonomes, nous sommes 2 représentants, puisqu'il a été dit que le nombre de désignations au Césaire est lié à la proportionnalité de la représentation nationale de nos syndicats. Donc nous sommes 2 conseillers Césaire et nous avons fait un appel à candidature au sein de notre syndicat et de préférence paritaire, donc un homme et une femme. Suite à l'appel à candidature, il y a eu un vote de nos adhérents. Et puis, en tant que ma qualité de secrétaire régional, il me semblait important que je puisse représenter mon syndicat au sein du Césaire. Et la CFDT, c'est à peu près pareil. Alors, nous, on est première organisation régionale. Donc, les nombres de sièges, c'est, je crois, à la représentativité régionale, en fait, qu'ils établissent ça. Donc, nous, on est la première de la région, on a 9 sièges. Donc, la parité qui est obligatoire dans les différentes délégations. Donc, du coup, nous, on a 5 hommes, 4 femmes ou 5 femmes, 4 hommes. De la même façon qu'à l'UNSA, on a un chef de file qui est le secrétaire régional de la CFDT. En région centre, qui est Gilles Laurie, qui dirige un peu la délégation CFDT. Et ensuite, c'est appel à candidature parmi les militants. Et puis après, on essaie de répartir en fonction des différents... que toutes les régions tous les départements soient représentés dans la mesure du possible. Fonctions publiques et puis privées. Des âges différents, des gens qui travaillent dans des domaines différents. On essaie d'être le plus représentatif possible de nos équipes syndicales. Très bien, merci. On va rentrer dans le vif du sujet et aborder justement le rapport genre et violence. Afro, dites. Alors, ce rapport, qui pourrait me parler de l'origine de ce rapport ? Qui est à l'initiative de ce groupe, donc de cette commission spéciale, vous m'avez dit, concernant l'élaboration de ce rapport, de quel constat, qui en est à l'initiative, pourquoi ? Dites-moi tout. Qui est le responsable ? Je veux des noms. Je prends la main. Qui est responsable de ça ? C'est Fatim Labib. Grosso modo. Le petit historique, c'est qu'on a eu longtemps dans notre organisation une section égalité qui était composée à la fois de membres du Césaire, qui appartiennent à d'autres commissions, mais aussi à cette section, et des personnalités extérieures. Sans rentrer dans le détail de la construction d'un Césaire, et Fatim était présidente de cette section égalité-mixité, et puis au changement de mandature, d'autres arbitrages ont été faits et cette section a disparu. Mais Fatim a toujours porté cette cause-là assez fortement, et entre septembre et novembre 2019 ont été déclinées les mesures du Grenelle contre les violences conjugales, qui était a priori un plan assez ambitieux de réduction de réduction numéraire des féminicides et des faits de violence.
Fort de ça est arrivé, comme chacun sait, la crise sanitaire, qui a été un vrai révélateur notamment dans ce domaine-là, qui est un révélateur pour plein de problématiques sociétales, mais aussi particulièrement sur celle-là, d'autant plus que les forces de l'ordre avaient, pour une fois, davantage de temps pour s'occuper de la question. Donc on s'en est d'autant plus le fait qu'il y ait le confinement, l'enfermement des gens entre eux, et puis le Zoom qui était mis dessus parce que comme il n'y avait plus de cambriolage et ce genre de choses, c'est aussi bête que ça. Hein, on avait des gens qui étaient disponibles pour se rendre sur les signalements des voisins, et puis les voisins aussi ont fait davantage attention. Enfin, il y a eu davantage de signalements, et au final, on s'est rendu compte que il y avait un vrai problème, que malgré les mesures prises par le Grenelle, dans le cadre du Grenelle des violences conjugales, le nombre de féminicides baissait pas, et qu'on s'est dit, Fatim s'est dit, il y a une problématique, il faut qu'on s'en empare, et puis il faut qu'on regarde nous sur notre territoire déjà ce qui se passe. Et l'objectif du Césaire n'était pas juste de refaire une déclinaison nationale du Grenelle, parce que c'est déjà fait, mais bien de regarder à notre niveau quels étaient les leviers d'action au niveau des politiques, notamment au niveau de la région. Donc à l'initiative du projet, c'est une proposition à l'exécutif du Césaire de s'emparer de ce sujet, qui a été accepté par le bureau du Césaire immédiatement, et dans la suite de ça, on a constitué le groupe de travail transversal, paritaire et représentatif. Et comment vous l'avez élaboré alors? Il y a eu de nombreuses auditions, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment a-t-il été construit? Donc, j'imagine qu'il y a eu une première partie d'audition qu'il a fallu après restituer sous forme de statistiques. Hein, elles sont nombreuses dans le rapport. Oui, nous avons fait un certain nombre d'auditions afin d'avoir un regard vraiment large sur la question. Donc à la fois, d'abord, nous avons commencé par auditionner une personne, femme, qui a elle-même subi des violences conjugales. Ensuite, nous avons auditionné un certain nombre de personnes du territoire politique. Voilà. Par exemple, Madame Nadia Bachrayar, qui est la directrice régionale aux droits des femmes et égalité, ainsi que Magali Bessard, la vice-présidente déléguée aux droits des femmes et à l'égalité en région. Également des personnes des services de police, des services de justice, de l'éducation. Malheureusement, nous n'avons pas eu beaucoup de retours sur ces questions. Justement, on va parler des jeunes un peu plus tard. Nous avons auditionné une personne, M. Didier Chavrier de l'université, qui met en place beaucoup d'actions en faveur de la lutte contre les discriminations en tout genre et des violences. Le planning familial avec Sarah Durocher. Voilà, on ne les a pas tous cités, mais nous avons essayé d'auditionner un maximum de personnes qui sont tous en lien avec la question posée et faisant partie de notre territoire, bien sûr. Julien Rey. Et donc les travaux du Césaire, c'est souvent sous cette forme-là. C'est-à-dire qu'on a un sujet, ensuite on définit un cahier des charges, c'est-à-dire un petit peu vers quoi on va aller, parce que le sujet il est très très vaste. Voilà, le sujet d'aujourd'hui il est très très vaste, donc il fallait un peu cerner le sujet. Donc on cerne le sujet, on fait un cahier des charges. Et puis ensuite, on fait une liste de personnes qu'on aimerait rencontrer. Bon, ça se fait pas selon les circonstances. Et puis après, en fonction des personnes qu'on a rencontrées, on note au fur et à mesure les idées qui viennent. On compile tout ça, on fait un rapport avec des préconisations. C'est souvent comme ça qu'on fonctionne, quel que soit le sujet. Et c'est une méthode qui a fait ses preuves, parce que qui amène des bons résultats, parce que ça permet d'avoir vraiment une vision à 360 degrés du problème, en ayant des intervenants qui connaissent le problème, le sujet, de plusieurs côtés. Et donc, vous émettez des préconisations. Merci de me tendre la transition. On retrouve la suite de cette émission juste après avec Steven. Vous êtes toujours sur Radio Campus 88.3, votre émission Aphrodite qui porte donc, comme toutes les émissions de ce mois de mars depuis le 28 février, sur les genres et les luttes contre les violences faites aux genres.
les violences sexistes, sexuelles. Aujourd'hui, donc, nous nous intéressons à ce travail qui a été fait par le CESER, le Conseil économique, social, environnemental, Conseil économique, social et environnemental de la région Centre-Val de Loire, intitulé Genre et violence. Et donc, on retrouve tout de suite après cette virgule Steven. Afro, dites. Donc, bonjour. Moi, je vais m'intéresser notamment aux préconisations, comme je viens de le dire. Ma première question, comme vous l'avez dit, vous êtes vous-même saisi du problème. Et également, je tiens à rappeler que votre rapport, il est disponible en accès libre sur votre site internet. Ma question est la suivante. Vous produisez un rapport qui fait état de la situation dans notre région. Qui doit se saisir de ce rapport ? Ce rapport est destiné au Conseil régional. Et donc les services publics, tout confondu, puisque nous tentons, et je vous remercie de l'invitation et de pouvoir diffuser et parler de ce rapport, puisque c'est bien l'objectif aussi du CESER, de montrer à l'ensemble de la population quels sont nos travaux qui les concernent directement dans leur vie du quotidien. Et donc, il est destiné en priorité au Conseil régional et qui nous a entendus, puisque la vice-présidente du Conseil régional travaille avec, s'est beaucoup intéressée à ce travail et nous présente également son rapport sur l'égalité aux régions centres, donc pour recueillir nos avis également. Donc, on a été entendus. Après, nous, la préconisation principale et la plus grande difficulté qui est en lien avec les difficultés que nous avons pu rencontrer, c'est d'avoir une vision globale et précise de ce phénomène en région centre. On n'a pas de chiffres. Ou alors ils ne sont pas tous très clairs, puisque les femmes en priorité, ce sont prioritairement elles qui sont victimes, entre guillemets, de violences, hésitent encore ou ne vont pas porter plainte ou ne se manifestent pas. Donc on n'a pas de chiffres particuliers. Et donc une de nos préconisation principale était de pouvoir obtenir un observatoire régional sur ces questions des violences. D'accord. Est-ce que vous pensez que l'échelon territorial, donc l'échelon régional, notamment avec le conseil régional dont vous avez parlé, est le mieux placé pour agir efficacement sur cette question des violences conjugales ? Alors, on peut dire qu'il y a deux échelles d'action possibles. Évidemment, il y a une échelle nationale, il y a ce qui dépend de l'État. Donc on va reparler du Grenelle sans doute. C'est directement une politique publique nationale. Et puis il y a tout un corpus législatif qui est fait à l'échelle nationale et c'est normal. Après, en région, il faut décliner ces politiques et on se rend compte qu'il y a des disparités entre les différentes régions, il y a des spécificités selon les régions. Si une région est un peu plus rurale, si une région est plus jeune ou a plus de seniors dans la région, par exemple, donc il peut y avoir des spécificités. Donc pour la déclinaison de ces politiques, il est vraiment important de faire un zoom sur la situation régionale. Et comme disait Jessica, pour la région Centre-Val de Loire, on avait... jusqu'à présent, nous, quand on a fait notre travail, on n'a trouvé aucun document de synthèse qui répertoriait tous les chiffres de la région. Par exemple, combien il y avait d'espaces d'accueil pour les femmes battues, par exemple, combien il y avait de personnes sous bracelet électronique, des choses comme ça. Même pour les féminicides, c'était compliqué d'avoir les chiffres. Et puis, pareil pour les politiques, combien d'argent a été mis vraiment réellement sur le terrain, dans quel type d'action à l'échelle régionale. On n'avait pas une synthèse de ces données-là. Donc il est vraiment très important, selon notre point de vue, et ce qui ressort vraiment en première préconisation du travail, d'avoir, on peut appeler ça un observatoire ou un outil qui permette d'avoir vraiment une lunette sur le territoire et de se voir au plus proche du territoire, ce dont on aurait besoin en région Centre-Val de Loire. Ce travail n'avait jamais été fait. Sur ce sujet-là, non.
Comme ça, à ma connaissance, non. J'espère pas. Et non, a priori, non. Après, c'est ce que disaient Julien et Jessica. La vraie difficulté, en plus, sur les chiffres, c'est qu'il y a une telle pluralité d'acteurs d'origines différentes, parce que ça va du monde associatif à l'État, aux collectivités, etc., et il n'y a rien pour coordonner aujourd'hui. Donc, ce qui fait que les informations qu'on a d'un côté, on les a pas de l'autre, et que ça, c'est une vraie difficulté, et y compris sur la mise en œuvre des politiques, des fonds dédiés aux politiques, parce que potentiellement, on peut avoir des choses redondantes ou des choses qui sont pas du tout couvertes, parce que justement, il y a cette pluralité d'acteurs. Donc, à un moment, l'idée de l'échelon régional est intéressant, parce que c'est une entité qui doit pouvoir permettre une coordination. Et la question de l'observatoire est d'autant plus importante qu'on ne peut pas agir en politique publique sur un phénomène qu'on ne connaît pas. Clairement. Donc, partant de là, la première idée, elle était vraiment d'aller sur cette problématique d'observation pour pouvoir structurer. Et l'observation, pour nous, doit s'accompagner d'un centre de ressources. C'est-à-dire qu'elle doit permettre aux acteurs d'accéder à des outils pour pouvoir agir à leur niveau. Dans le champ des préconisations, dans votre rapport, on voit qu'il y a une nette implication des pouvoirs publics, et notamment au niveau de l'État. C'est pour ça que j'en parlais, que le fait que l'État doit être nécessaire en fait pour lutter contre ce phénomène des violences conjugales. Pourtant, on voit la multiplication des affaires sexistes au sein de la classe politique. On peut penser à l'affaire Darmanin, à l'affaire Abad, à l'affaire Quatennens, et la réaction qu'ont les familles politiques, qu'elles soient de gauche comme de droite, ne sont jamais satisfaisantes. Donc ma première question par rapport à ça, c'est est-ce que vous ne pensez pas que ces personnes sont un peu déconnectées de toutes ces réalités ? Alors, je ne pense pas déconnecté, ce n'est pas le terme que j'utiliserai. En revanche, c'est plutôt la question des priorités politiques. Et donc des moyens qu'on peut allouer à ces priorités et à différentes actions. Le président Macron avait fait de la question des violences une priorité nationale. Il a accordé... dans son précédent quinquennat. Déjà lors de son précédent quinquennat, et donc on peut faire le bilan. Donc il n'y a pas d'évolution marquante. Donc il y a une véritable question de volonté politique, qu'elle soit en termes de financement, de soutien, de prévention, de remédiation, etc. Et là, on peut le voir à travers ce rapport. Il y a effectivement la question de la justice, la question des associations, la question de l'éducation qui est en jeu. Et tant qu'il n'y a pas de coordination entre tous ces éléments, on ne peut pas avancer. Ensuite, on a également cité l'exemple de l'Espagne, où l'Espagne a fait d'énormes progrès en matière de lutte contre les violences et les féminicides, parce qu'il y a eu un véritable engagement politique, et pas seulement financier, avec des campagnes publicitaires et avec de véritables impacts forts concernant les auteurs de violences, avec des condamnations plus marquées, plus prégnantes. Donc voilà, je pense que c'est effectivement ce qui manque aujourd'hui, au-delà de la coordination, puisqu'il y a des personnes ultra volontaires dans tous les domaines, que ce soit dans les services de police qui se forment de plus en plus à ces questions, dans la justice, notamment avec l'audition de M. Abrial à Montargis, on voit qu'il y a une réelle volonté avec une cellule spécialisée sur les questions de violence familiale et conjugale, donc qui doivent se développer. Voilà, il y a des choses comme ça, mais qui ressemblent encore une fois à du saupoudrage, comme on peut le voir un peu partout en politique nationale. Et puis il y a surtout la prise de conscience, parce qu'on sait que toute réforme, en tout cas toute avancée sociale importante sur la question de tout ce qui concerne les femmes, ce sont les femmes elles-mêmes qui en priorité font bouger les choses. Alors, je vais quand même insister, parce que donc Steven vous demandait si vous ne pensez pas que ces personnes sont déconnectées, et vous lui avez répondu que, en fait, elles ne mettaient pas en priorité justement ces questions-là. On peut quand même s'interroger sur ces affaires qui touchent des élus de la République. Donc là, on a sorti des grands noms, mais en préparant cette émission, j'ai vu que même, donc on tape violence sexiste ou sexuelle, et puis on met élus, et on s'aperçoit que même dans la région centre, des élus sont touchés par des affaires de violence sexiste et sexuelle. Alors, ils ont chacun
chacun leurs priorités politiques, que ce soit dans le domaine de l'emploi, etc. Mais il y a quand même un fossé, un écart aujourd'hui en 2023 au regard de la jeunesse et aussi, je vais dire, de l'importance qu'ont pris, donc vous l'avez parlé, le Grenelle de l'environnement, le confinement qui a eu lieu, on peut penser aussi à l'affaire MeToo. Les citoyens, citoyennes sont très vigilants à l'exemplarité aussi de l'incarnation du pouvoir et notamment à ce que ce pouvoir ne soit pas... Alors déjà qu'il est majoritairement représenté par des mâles, des hommes masculins, et en plus, il faut justement subir ces personnes, donc ils vont nous parler de leurs priorités, ceci, cela, je veux bien, mais il va falloir subir justement encore cette domination violente, puisqu'on parle d'actes sexistes et voire même d'agressions sexuelles, non seulement sur le corps et sur l'esprit, de ces agressions et ces dominations par des personnes qui sont censées nous représenter et qui ne représentent pas les citoyens, citoyennes, qui sont avides de justice, et je pense notamment à la jeunesse, dont on parlera plus tard, de justice et d'exemplarité et d'équité face à la sanction, justement, parce que ce sont des choses qui sont sévèrement punies, on le comprend par la loi. Par contre, certaines personnes bénéficient d'assouplissement, de non-lieu, de procès qui traînent. Julien Rey. Oui, je voulais juste indiquer, il y a une chose qui m'a fortement marqué dans ce groupe de travail, c'est qu'on s'est rendu compte que ces violences conjugales, elles concernaient vraiment tous les types de milieux, tous les âges, donc milieu rural, milieu urbain, plutôt début de couple, des personnes qui sont en couple depuis très longtemps, des milieux sociaux plutôt défavorisés, des milieux sociaux très, très favorisés. Et donc du coup, il n'est pas étonnant du tout. C'est comme ça, mais c'est pas étonnant du tout que ça se trouve parmi les élus qui sont des citoyens aussi. Et alors, est-ce qu'il y a un effet, que le pouvoir engendre encore un peu plus de violence, peut-être, mais en tout cas, il est absolument sûr que si vous prenez un ensemble de citoyens au hasard, vous aurez toujours au milieu, parmi ces citoyens, des hommes violents. Je dis des hommes parce que c'est principalement des hommes, mais c'est pour faire un raccourci. Et donc c'est pas très étonnant. Après que comme ces personnes-là sont censées voter les lois et faire avancer les choses, là c'est un petit peu plus embêtant. Mais après il y a tous les contre-pouvoirs de la République qui font que normalement on fait pour le bien national, on va dire. Votre réponse est intéressante, c'est-à-dire que ces élus sont des citoyens, citoyennes comme les autres et sont également concernés par ces questions-là de violence conjugale. C'est ce que j'allais vous dire. Oui. Normalement, ça me paraît logique aujourd'hui dans une société où on connaît beaucoup de violences conjugales que les élus soient alors c'est logique, pas acceptable. Mais c'est logique, c'est pragmatique. Bien sûr. Ils sont pas hors sol. Après, en termes d'exemplarité, oui, je pense qu'il y a une vraie problématique par rapport à ça. On peut difficilement avoir un discours et puis être au cœur de tourmentes de ce type-là. Mais bon, moi, je suis fonctionnaire, donc je vais avoir un peu de mal à rentrer dans ce type de jugement. Après, sur les jeunes... Oui, il y a une conscience du genre qui évolue beaucoup aujourd'hui. Maintenant, sur les violences sexistes et sexuelles, moi, je ne suis pas aussi optimiste que vous. Je vous rappelle qu'il y a quand même une cellule contre les violences sexistes et sexuelles à l'université d'Orléans. J'ai pas cru avoir fait preuve d'optimisme. Non, mais par rapport aux jeunes, je pense qu'il y a aujourd'hui, moi, je retombais sur des articles où on s'aperçoit que les violences sexistes chez les garçons remontent assez violemment chez les jeunes en ce moment. Donc, il y a une vraie problématique aujourd'hui. Ça, c'est la fin du chaînon qui s'appelle le patriarcat. Il y a un moment où tout ce dont on parle n'est qu'une conséquence d'une construction sociale qu'il faut détricoter, qui est le patriarcat, et qu'il faut détricoter, y compris dans la tête des victimes, qui sont parfois les premiers à pas voir qu'il y a cette problématique-là, quoi. Donc c'est extrêmement compliqué aujourd'hui, mais j'entends bien sur l'exemplarité, la remarque est plus que logique. Les élus se doivent être exemplaires par rapport à tout ça. Alors, je ne sais pas si c'était l'exemplarité, mais c'était cette déconnexion entre les réalités justement du terrain qu'on dénonce. On imagine souvent une famille avec beaucoup trop d'enfants, une promiscuité, de la violence, papa qui a bu un coup de trop et qui frappe maman. Il ne s'agit pas de ça. Ça concerne aussi des élus de la République qui vivent dans de grands appartements. Ça concerne tout le monde, justement. Alors la question qui était derrière, c'était justement pourquoi seulement en 2023 ? Il est super votre rapport, tant mieux.
on a l'impression que ça fait longtemps que ces violences elles ont eu lieu. Il y a eu beaucoup de féminicides avant que, vous voyez, que la société avance. On va poursuivre, hein, parce qu'il y a quand même un timing dans cette émission avec Steven. Ça me permet un peu de rebondir sur toutes ces questions. Est-ce que vous pensez que justement des élus qui font eux-mêmes état de violence conjugale peuvent réellement et sérieusement se saisir de ces questions et donc leur apporter les réponses adéquates? Là, on est au cœur de l'actualité. Il y a un projet de loi qui est en train d'être discuté pour faire en sorte qu'une personne condamnée ne puisse pas être élue. Donc c'est vraiment l'actualité. Moi, c'était pas du tout le sujet de notre rapport. Nous, on n'avait pas un avis à donner là-dessus. Par contre, on insiste vraiment là-dessus. Les violences conjugales, c'est pas du tout réservé à un milieu comme vous avez décrit tout à l'heure. C'est vraiment tout type de milieu. Après, il y a des raisons qui peuvent expliquer, dont les addictions. Donc, vous avez parlé un peu d'alcool, mais ça peut être aussi de la drogue. Je précise que j'ai vraiment forcé le trait de la caricature. Voilà, mais les addictions, il y en a dans tous les types de milieux. Et chez les élus, il y a sans doute des gens. Il y a des élus qui ont reconnu avoir pris de la cocaïne ou des choses comme ça, je sais pas. Donc, il y a des addictions sans doute chez les élus et qui peuvent favoriser ce type de comportement. Après, est-ce qu'ils doivent être exemplaires? Oui, moralement, évidemment. Est-ce qu'ils ne peuvent, pour le moment, ils peuvent continuer à être élus, puisqu'il n'y a aucune loi qui empêche d'être élu, y compris quand on a été condamné. Donc nous, là-dessus, voilà, on n'a rien à rajouter de plus que ce qui se passe actuellement. Je vous pose la question, notamment, là on va revenir un peu sur l'échelon local, concernant l'accompagnement des victimes. Dans votre partie sur les préconisations, vous mettez en avant l'insuffisance des moyens mis à disposition, la suffisance des hébergements. À Orléans, on est sur 10 hébergements. L'insuffisance des moyens des forces de l'ordre. Moi, ma question, c'est ces insuffisances, est-ce qu'elles ne sont pas, au final, le reflet d'une violence institutionnelle dont vous parlez, en fait, dans votre rapport aussi? L'insuffisance des moyens, elle est flagrante. La destruction du service public aujourd'hui, on peut en parler également, avec les suppressions de postes dans tous les services publics et les services au public également. Il a été très difficile pour nous de faire l'état des lieux de toutes les structures et toutes les personnes qui peuvent prendre en charge les victimes de violences. Et donc le constat qu'on peut faire également, c'est qu'une personne en difficulté, si c'est déjà difficile pour nous de voir un peu tout ce qui s'organise en région, comment, si on prend le problème à la base, quelqu'un de votre entourage aujourd'hui qui est en difficulté, vers qui peut-elle se tourner? C'est ça la principale question en réalité. Et c'est là qu'on s'aperçoit que, en termes d'association, il n'y a pas forcément d'affichage. On a pu voir apparaître, Cédric en parlait pendant le Covid, des actions qui ont été menées avec des affichages dans les pharmacies, etc. Mais les pharmaciens, ça ne fait pas partie de leur prérogative que d'accompagner les personnes en difficulté. Donc, comment ça se passe? Donc, on peut parler de ça. La justice, évidemment, n'a pas suffisamment de moyens pour traiter rapidement, éviter les récidives. C'est une des principales questions également. D'abord, comment on va contacter cet homme qui a été violent, aller le chercher suite à un dépôt de plainte. Mais le dépôt de plainte, là encore, on n'a pas suffisamment de personnes dans les gendarmeries ou dans les services de police suffisamment formées pour accueillir les plaintes correctement. Des plaintes de femmes, mais également des plaintes d'hommes. On est encore dans des stéréotypes très marqués. Un homme ne peut pas subir de violence, sinon il est moqué, raillé, enfin voilà, c'est pas un homme. Donc on a toutes ces questions de formation. La formation de l'éducation, à l'éducation nationale, on en parle également dans le rapport. Il est normalement prévu d'avoir 3 heures par mois, par an, enfin j'ai plus les chiffres de l'éducation nationale, mais en tout cas par an. Dans le second degré. Force est de constater que ces heures ne sont pas fournies, et dès le collège non plus, dans les cours d'éducation civique, pas civique, mais de sciences et vie de la Terre par exemple, enfin d'éducation à la sexualité. Donc voilà, ces cours ne sont pas donnés, les formations des enseignants ne sont pas spécialement faites non plus, et nous ce qu'on préconise, c'est une sensibilisation dès le plus jeune âge. Donc
pourquoi pas dès l'école maternelle, sur la destruction de ce principe de genre. Voilà, donc ça a été tenté il y a plusieurs années avec les ABC de l'égalité qui ont été très mal vécus et qui ont été balayés. Donc voilà, il y a encore de très fortes résistances aussi de la part de la société, de familles. Et donc, c'était sous le mandat de François Hollande et c'était Najat Vallaud-Belkacem qui avait sorti cette loi et en même temps que passé, non c'était sous le mandat précédent, le mariage pour tous. Enfin on a été dans cette période 2008, mariage pour tous et puis l'éducation à l'égalité des genres qui a crispé quand même la société française avec des réticences de professeurs et aujourd'hui encore de professeurs, de familles, mais on était dans un véritable mouvement social. Enfin, il y a quand même eu de belles avancées avec le mariage pour tous et donc toutes ces questions de société sont des questions de fond qui bousculent vraiment profondément et qui peuvent montrer de très fortes oppositions au sein de la société et qui peuvent aussi freiner les politiques à mener ce type de combat. Mais effectivement, principalement sur les services publics, on a parlé de la police, de la justice, et puis après le milieu associatif qui manque cruellement de moyens pour accompagner les personnes en situation d'urgence. Alors, j'avais une question par rapport aux préconisations que vous formulez. Il est notamment question de la lenteur des procédures judiciaires. Concrètement, pour vous, ça se matérialiserait comment parce que lorsqu'on entend lourdeur administrative, des fois, on a derrière cet argument, ce contre-argument, de dire que c'est également un garant des droits de la défense. Pour vous, est-ce que déjà ça se tient ? Et ensuite, est-ce que vous envisagez des façons de justement réduire ces lenteurs judiciaires ? Dans le tribunal de Montargis, donc je vous ai dit, il y a une cellule spécifique au traitement de ces questions, donc, où les auteurs sont reçus. Je crois qu'il y a une journée dédiée dans la semaine à ce type de situation, uniquement. Donc ça accélère le processus. Ensuite, dans l'accès, alors il n'y a pas que le fait que ça aille vite, il y a aussi le fait que ce soit utile. Enfin, on parle également par exemple de la protection des personnes avec le bracelet électronique par exemple. Ça fait partie du Grenelle. Il y avait un certain nombre de moyens qui étaient alloués à ce dispositif et il n'y a pas suffisamment de matériel concret à distribuer, enfin en tout cas à apposer sur les auteurs. Donc on est aussi là dans une lenteur aussi matérielle. Voilà. On va aborder la troisième partie de cette émission avec Océane et Rodrigue. Afro, dites. Rodrigue et moi-même, donc Océane, on a été plus sur la partie des jeunes. Donc plus la partie les jeunes dans tout ça. Alors vous en parliez déjà tout à l'heure, mais on voulait y revenir et on voulait vous partager en fait un extrait du reportage de France Info du 23 janvier dernier, donc qui s'intitule « Violences faites aux femmes, le sexisme ne recule pas en France ». Et donc on voulait partager ces quelques chiffres. Donc 23% des hommes de moins de 35 ans considèrent qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. Seuls 48% de ces jeunes hommes estiment que l'image des femmes véhiculées par les contenus pornographiques est problématique, contre 79% des hommes âgés de 65 ans et plus. 9% aussi des hommes considèrent ainsi qu'il est normal qu'un homme ne s'occupe pas des tâches ménagères s'il gagne plus que sa conjointe. Et le chiffre monte à 15% chez les hommes de 25 à 34 ans. Qu'en pensez-vous et ces chiffres expliquent-ils les violences selon vous ? Alors ces chiffres, donc on ne les avait pas au moment du rapport, c'est quelque chose de récent. Par contre, le groupe de travail qui a été à la base de ce rapport continue un petit peu pour élargir un peu le sujet, sur tout ce qui est sexisme ordinaire, on a un peu élargi. Et donc du coup, on s'est saisi un peu de cette enquête qui était vraiment un peu déstabilisante. C'est clair qu'elle va un peu à l'encontre des idées reçues, que tout ira pour le mieux et que les jeunes vont être une génération beaucoup plus imprégnée de ces notions-là. Et en fait, cette étude-là, donc on
on l'a décortiqué un petit peu aussi, et on s'est rendu compte que c'était pas le cas. Est-ce que c'est un retour en arrière, ou en tout cas c'est pas une amélioration, c'est sûr. Et pour nous, est-ce que c'est lié à un problème de sexisme ordinaire qui dépasse largement le problème des violences conjugales? On pense qu'il y a quelque chose à travailler sur ce sujet, et donc c'est le travail qu'on est en train de faire actuellement, qui est beaucoup plus large sur le sexisme ordinaire. Et on en est au tout début de notre travail sur ce sujet, mais on va s'emparer de cette enquête en particulier pour essayer de travailler là-dessus, et encore une fois, essayer de trouver des déclinaisons régionales, des réponses régionales, des spécificités régionales. Ça en est le terreau quand même, ce sexisme ordinaire. Bah, bien sûr, oui. C'est sûr que, comme l'a dit Jessica tout à l'heure, toute la culture du patriarcat, le sexisme et le terreau. Par contre, moi, ce qui m'a vraiment intéressé dans le rapport, c'est l'exemple espagnol. On a vraiment la vision de l'Espagne comme un pays machiste, d'une tradition machiste, et en fait, ils ont fait un travail très intéressant sur les violences conjugales, donc un travail qui allait vraiment dans tous les sens. D'abord sur le volet judiciaire, répressif, et puis d'accompagnement, mais aussi pour déconstruire cette culture un peu du machisme méditerranéen qu'on pourrait avoir, pour caricaturer, qu'on pourrait avoir en tête. Et l'Espagne se retrouve en tête des pays les plus avancés en Europe sur ces thématiques-là, et ça va largement au-delà, hein. Ils ont des lois très beaucoup plus avancées que la France, on va dire, sur le mariage pour tous, sur le congé parentalité qui a été voté et récemment est rallongé. Et là, il y a encore aujourd'hui annoncé une loi pour l'égalité femmes-hommes au sein des institutions en Espagne qui est beaucoup plus rigide que ce qu'on peut faire en France. Donc c'est assez intéressant comme exemple en voyant un pays qu'on pourrait imaginer comme imprégné de cette culture du sexisme ordinaire, on appelle ça comme on veut, et qui a réussi à petit à petit à jouer là-dessus pour essayer de diminuer au moins ces violences conjugales, et en particulier les féminicides qui ont très très fortement diminué en Espagne. Juste pour compléter par rapport à la situation espagnole, j'abonde tout à fait sur ce que dit Julien. Puis ils ont eu un petit parcours historique qui a été la lutte contre le franquisme. Et les femmes ont été beaucoup au cœur aussi de cette lutte. Et ça a cassé un peu les représentations telles qu'elles étaient en termes de patriarcat. Et ça avait créé un terreau. Après, il a fallu quelque chose de très volontariste malgré tout. Mais on s'est aperçu que sociologiquement, les femmes n'étaient pas perçues tout à fait pareil, parce que dans la lutte contre le franquisme, elles ont eu une part active comme les hommes, quoi. Page 10 de votre rapport, vous préconisez des actions de prévention envers les collégiens et les lycéens. Pour autant, ces heures restent facultatives, elles sont limitées, et pour les élémentaires, elles ne sont pas obligatoires. Pourquoi ne pas préconiser de les rendre obligatoires, ces heures, et surtout comment faire pour mieux former les enseignants? Mais oui, nous on aimerait bien que ce soit rendu obligatoire, mais bon, ça c'est du ressort du ministère de l'Éducation nationale, hein. C'est pas du tout ça fait pas partie des compétences de la région, en fait. Donc en revanche, il peut être impulsé peut-être par les syndicats enseignants, enfin en tout cas auprès de leurs actions et du conseil régional, auprès du rectorat, de faciliter peut-être un conventionnement avec un certain nombre d'associations qui ont des programmes déjà prêts et qui sont tout à fait disponibles pour aller pour se rendre dans les établissements et donner une heure de leur temps pour aller présenter ce qui est la question du sexisme, une question de genre, des questions autour de la prévention sur les MST ou d'autres, enfin toutes ces questions qui peuvent fortement intéresser nos jeunes. Et ils sont tout à fait volontaires et partants. Bon, après, je pense ils sont en attente, hein, réellement. Et puis il y a aussi une part de volonté peut-être des enseignants aussi de s'emparer de ces sujets, hein, clairement, avec si on ne peut pas les apporter dans des horaires de cours dédiés, ça peut tout à fait être des projets sur une année complète, hein, par exemple. Donc voilà, il y a des choses qui sont possibles. Il y a quand même des choses qui sont réalisées tout au long des années scolaires, hein, heureusement, mais il y a encore
beaucoup d'efforts à mener, et notamment dans la formation des enseignants. Et juste pour compléter, il y a un des sujets, un des moyens pour faire avancer les choses au niveau scolaire, qui est de passer par des biais différents, comme la BD par exemple. Et on a insisté pour que notre rapport soit le plus pédagogique possible. Et donc on a été épaulé par un graphiste qui a fait des dessins pour illustrer un petit peu les différents thèmes. Et là, sur le thème de l'éducation, on a un dessin qui est, je trouve, page 11, c'est juste en face des préconisations, qui est vraiment, moi que je trouve vraiment très 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 fort, et qui permet de faire passer des messages autant que notre tableau de préconisation qui est à côté. Et je voulais aussi rebondir sur ce que vous dites pour interpeller plus les étudiants dans les écoles. On a des associations alertes et formées sur les sujets, et pourquoi pas donc les faire intervenir dans les écoles si c'est possible, et si vous en connaissez quelques-unes éventuellement. Voilà. Pour que les étudiants soient plus en fait impactés que par les enseignants qui ne sont pas forcément formés. Les enseignants ou les étudiants ou les étudiants. Les étudiants, au niveau des étudiants. Alors au niveau étudiant, donc au niveau de la fac, il y a un gros travail qui a été fait ces dernières années. En particulier, il y a une vice-présidence qui a été dédiée, donc c'est Denis Chevrier. Son rôle exact, son titre exact... Sur égalité, diversité. Voilà, exactement. Quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années, et il y a un gros travail qui est fait. On prend l'exemple de l'Université d'Orléans parce qu'on est ici quasiment dans les locaux de l'Université d'Orléans, mais c'est valable pour tout un tas d'organismes d'enseignement supérieur. Et il y a une tolérance, un seuil de tolérance qui est descendu très fortement au niveau de ce qu'on laisse passer ou non dans les enseignements, dans les établissements d'enseignement. Et avec des systèmes d'alerte, de témoignages, des campagnes pédagogiques qui vont d'ailleurs largement au-delà de ce qui peut être harcèlement, violence, et qui visent à former des citoyens, à faire en sorte qu'on ait des citoyens respectueux les uns des autres dans leur vie future. Mais sur les interlocuteurs potentiels, le planning familial, c'est très bien. Hein. Je pense que si les étudiants sont à la recherche d'un interlocuteur pertinent là-dessus, on va couvrir tous les champs de la problématique avec le planning familial. Enfin, je m'avance peut-être un peu, je n'y suis pas, mais je pense. Autre question, lorsque vous mentionnez l'université dans le rapport, vous ne faites que dans le cadre d'une sensibilisation globalement, mais ne pensez-vous pas qu'on puisse aussi agir sur le volet d'offres de formation et sur la recherche, car il faut pas oublier que la formation et la recherche, c'est ce qui fait vivre les universités, et c'est ce qui permet aussi de répondre aux enjeux et aux problématiques de demain. Alors il existe par exemple des diplômes universitaires d'études sur le genre, pas à Orléans, ni en région centre. Sociaux, en fait, il faut aller à la base, alors on a une fac à Tours, mais il faut aller sur Paris pour pouvoir faire un DU d'études sur le genre. Et souvent par correspondance, voire même à Rennes. Vous parliez par exemple de la section à Montargis, la cellule qui peut exister concernant au sein, du coup ça doit être du tribunal, au sein du tribunal. Par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une formation en droit concernant cette question là-dedans, enfin je vois pas de lien dans ce rapport. Effectivement, on n'a peut-être pas développé suffisamment, mais dans chaque préconisation, dans chaque tableau, il y a une partie formation. Hein. Alors pas aussi poussé que de ce dont vous nous parlez, mais on a beaucoup parlé de l'éducation nationale, mais dans matière de police et justice. Et on s'est aperçu, au contraire des idées reçues, qu'effectivement c'est quand même dans les services de police qu'il y a le plus d'avancées en matière de formation et d'écoute des personnes. C'est tout à fait intéressant ce DU dont vous parlez à Rennes. Effectivement, plus on aura des études spécialisées sur la question, mieux on pourra avancer, c'est évident. Et enfin, on avait une dernière question. Vu que là, on parlait beaucoup des écoles, on voulait
être plus au niveau national, en tout cas en France. On voulait savoir comment est-il possible d'adapter ce message-là, transmettre ce message aux jeunes par les réseaux sociaux. Est-ce qu'il est possible de les adapter justement en faisant des campagnes pédagogiques, comme on en parlait tout à l'heure, mais sur les réseaux sociaux ou des affichages même comment est-ce qu'on peut faire ? Là, on est sur la partie prévention, c'est une partie évidemment importante. Puisqu'il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, vous parlez de réseaux sociaux et juste avant, vous parliez de cette enquête de 2023 liée aux violences, au visionnage de films pornographiques, etc. Tout ça, c'est également lié au réseau. Donc, il y a autour de l'accès aux vidéos, aux réseaux sociaux, là également un apprentissage à faire. Et c'est bien au pouvoir politique de mettre en place des campagnes d'information et de prévention, bien sûr. Et enfin, ultime question, peut-être pour revenir sur le titre notamment de votre rapport, le mot genre est au singulier et le mot violence est au pluriel. Pourquoi seulement parler des violences au sein de la cellule familiale et ne pas élargir les propos aux violences sexistes de façon plus large, comme des violences sociétales, policières ou encore politiques ? Alors, là-dessus, c'est un sujet qu'on a évidemment vu quand on a commencé le travail. Et comme je vous l'ai dit, on essaie de circonscrire le travail au maximum parce qu'autrement, on fait des rapports qui préconisent tout et n'importe quoi, donc du coup, ce qui ne sont pas très efficaces. Donc on a vraiment voulu circonscrire. Alors, ces violences-là, elles sont identifiées. Il y a un graphique dans le rapport qui vous explique ça. Donc elles ont bien été listées et après on a essayé de fonctionner un peu en entonnoir, de dire parmi tous les types de violences, donc effectivement il y a des violences politiques, des violences psychologiques, des violences entre personnes. Après on a circonscrit ça aux violences vraiment entre personnes et dans ces violences on a éliminé tout ce qui était harcèlement de rue ou tout ce qui est dans le monde du travail par exemple, pour rester dans la sphère familiale. Et dans la sphère familiale, on est vraiment allé les violences conjugales. On n'a pas parlé des violences vis-à-vis des enfants par exemple, qui est un sujet très important aussi. Mais on s'est dit, si on commence à partir à traiter toutes les violences, on ne va pas réussir à faire des préconisations. Donc c'était volontaire de notre part. Merci, oui, parce que c'est également un sujet que nous avions souhaité aborder. Donc les violences faites aux enfants qui ne figurent pas, les violences faites aux personnes trans, les violences faites aux personnes homosexuelles, parce que le couple n'est pas forcément hétérosexuel. Donc c'est pour ça qu'on s'interrogeait sur le nombre singulier du genre dans ce rapport. Mais vous nous l'avez bien expliqué, il a le mérite d'exister. Je suis désolé, on est obligé de conclure. Je vous laisse si vous avez en 20 secondes, allez-y. Non, je voulais juste dire qu'on a fait un zoom, c'est sur les personnes en situation de handicap. Et également, oui, voilà. Donc très ça, bien. On l'a traité dans le rapport. Et c'est le zoom, le petit focus qu'on a fait. Voilà. Ce rapport était nécessaire parce que donc, le Conseil économique, social et environnemental de la région Centre-Val de Loire joue un rôle d'observation pour pouvoir structurer justement cette question du genre et des violences. Vous avez parlé justement d'un manque de coordination des acteurs très nombreux, l'échelon régional qui permet une coordination et ce rapport devient en fait un outil, un centre de ressources en lui-même. Il suffit de le lire pour voir tous les partenaires disponibles sur le territoire. Vous avez parlé donc dans la partie un rapport et après qu'est-ce qu'on fait vous avez parlé donc vous avez dénoncé le manque de moyens matériels et humains. On a largement parlé aussi dans la partie consacrée à la jeunesse de cette nécessité d'éduquer les enfants et les jeunes, que cela passait par la formation des enseignants et voire même comme nous le dit Rodrigue par l'enseignement supérieur, parce que la France a beaucoup de retard. On s'inspire beaucoup, les jeunes notamment, de tous ces travaux qui sont faits aux États-Unis sur les gender studies et on est un peu à la traîne en France. Vous avez parlé, monsieur Julien Rey, du travail de déconstruction du machisme qui était fait en Espagne et puis des lois qui étaient plus avancées que la France. Et ben voilà, le coq se soumet à la force du taureau. Rendez compte, j'ai même un discours machiste de puissance. Merci à toutes et à tous, à Julien Rey, à Océane, à Rodrigue, à Cédric Courbarien, à Jessica Guino, à Steven et puis à Erwan qui était à la technique pour avoir fait cette émission. À très bientôt sur Radio Campus 88.3. Aphrodite, les journées de l'égalité des sexes et des genres sur Radio Campus Orléans. Aphrodite. À partir du 28 février et tout au long du mois de mars 2023, les ondes du 88.3 fêtent les femmes et les minorités de genre.
Aphrodite, ce sont des émissions spéciales à l'antenne comme en public et des rencontres pour un futur égalitaire et enviable.